suis pas le seul à être reporter de guerre dans cette salle et avoir pris des risques physiques. Jean-Claude Galli avec Dragana Jovanovic couvrait en Ukraine la guerre. Donc c'était à Donetsk, je pense, et il y a un obus qui est tombé à 200 mètres d'eux. C'est effectivement des choses que nous avons tous vécu comme reporters de guerre. C'est vrai que j'ai couvert les principaux conflits du monde depuis les 35 dernières années. Alors, j'ai pas eu le temps à cause de ces encombrements de passer imprimer mon texte à l'hôtel, donc je le lis sur mon téléphone. Et je vous prie de m'en excuser. Alors, ma conférence, c'est les 4 piliers de la diplomatie russe. Lorsqu'il m'a reçu en tête-à-tête au Centre culturel à Paris le 29 mai 2017, le président russe m'a déclaré qu'il espérait que les relations de la Russie s'amélioreraient avec les États-Unis, mais qu'il n'était pas pour autant pressé. Euh, Poutine voulait-il ainsi me montrer que l'endurance était vue comme une vertu cardinale par la diplomatie russe et que la Russie était une sorte de coureur de fond, de la géopolitique qui se frayait un chemin dans la taïga vers une destination bien arrêtée sans que personne ne puisse le dévier de son chemin. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et déjà, j'avais remarqué que peu de mois auparavant, lors d'une conférence des ministres des Affaires étrangères du G7, qui s'était tenue à Lucca en italien, les 10 et 11 avril 2017, le ministre italien avait rappelé à ses homologues un théorème diplomatique éprouvé par l'histoire: on ne parle pas aux Russes à coup d'ultimatum. Au journaliste, Angelino Alfano avait dit: nous aurions tort d'isoler la Russie. Sur le conflit syrien, nous n'avons pas d'autre solution que dialoguer avec la Russie, car sans elle, nous n'avons aucune chance de pouvoir un jour régler ce conflit. C'est une déclaration du ministre italien des Affaires étrangères qui m'a fait plaisir parce que j'avais écrit une chronique en septembre 2015 dans le Figaro dont le titre était « Il faut aider les Russes en Syrie ». Je crois que j'avais été le seul dans toute l'Europe à écrire un truc comme ça. Les anglo-saxons étaient arrivés en Toscane avec la volonté de menacer les Russes de nouvelles sanctions. Leur idée du rapport avec Moscou, c'était de lui lancer un ultimatum: ou bien vous êtes avec nous et tout ira bien, ou bien vous êtes avec Bachar et nous vous imposerons des sanctions. C'était l'époque de Alep, vous vous souvenez de toute la crise sur Alep et la chute d'Alep. Mais une telle politique a été finalement rejetée par quels alliés des pays anglo-saxons? Non seulement les Européens, mais aussi l'allié japonais, qui a refusé de faire des sanctions sur la Syrie à la Russie. Et, euh, et Poutine, lorsqu'il a reçu le nouveau secrétaire d'État américain au Kremlin, Rex Tillerson, il lui a fait une récrimination. Il lui a dit: l'Amérique n'a aucun droit à s'ingérer dans la politique intérieure des autres pays du monde et à y organiser, par son argent ou par sa force militaire, des changements de régime. Les Russes considèrent que l'Amérique n'a aucun droit à organiser des changements de régime. Et la frappe américaine du 7 avril sur une base aérienne syrienne, vous vous souvenez, ça n'avait pas fait de pertes russes, puisqu'évidemment les Américains avaient téléphoné aux Russes avant en disant on va frapper cette base. On avait accusé l'armée de Bachar d'avoir fait un bombardement chimique à partir de cette base aérienne. Les Russes refusent
à l'Amérique le rôle de shérif du monde que l'Amérique s'attribue parfois. Et donc, on peut dire que les choses dans la diplomatie russe ont beaucoup changé depuis la guerre du Kosovo du printemps 99, où le tsar de la Russie s'appelait encore Yeltsin. Et je peux d'ailleurs vous raconter une anecdote qui va vous intéresser, euh, où le régime russe était à l'époque assez faible et où les ministres des Affaires étrangères, juste avant les frappes sur le Kosovo, se réunissent, donc les ministres du groupe de contact sur la Yougoslavie, c'est-à-dire les 5 permanents des Nations Unies, moins la Chine, mais plus l'Allemagne et l'Italie, se réunissent à Londres dans un hôtel à côté d'Heathrow, pour être pratique, et il y a l'Allemand qui est là, c'est un Allemand, il aime le droit et tout, il s'appelle Kinkel, et il dit, ah ben moi je veux bien qu'on fasse la guerre à la Yougoslavie, mais il me faut l'accord des Nations Unies, parce qu'on n'a pas le droit de commencer une guerre sans l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, le ministre russe de l'époque, qui je crois s'appelait Ivanov, il lui dit, c'est bizarre Klaus, je te l'ai déjà expliqué 2 fois. Si tu veux vraiment commencer un débat aux Nations Unies, je vais être obligé de mettre mon veto. Donc une position assez hypocrite, et comme chacun sait, les Russes n'ont pas livré un seul missile antiaérien aux Serbes qui étaient attaqués par l'aviation de l'OTAN. Comme par hasard, au même moment où ils refusaient de livrer des missiles, le FMI a débloqué un prêt de 4 milliards de dollars dont ils avaient à l'époque beaucoup besoin. Alors, les choses ont bien changé. C'est vrai que ce message de Poutine pour refuser les ingérences russes, américaines dans le monde, fonctionnerait peut-être un peu mieux auprès des opinions occidentales si Poutine n'avait pas, à 2 reprises en 2014, dégainé son Tokarev. Alors une première fois sans appuyer sur la détente, ça c'était en Crimée en mars 2014, et en appuyant sur la détente en juillet 2014 dans le Donbass ukrainien. Donc, ne croyez pas que j'ai une vision manichéenne des relations internationales qui verrait en la Russie la sainte vestale de la diplomatie et en l'Amérique le général félon que n'arrêterait aucun Rubicon. Non. Mais chacun poursuit ses intérêts. Mais pour traiter avec la Russie, encore faut-il la comprendre. Et sa politique étrangère, qui est toujours élaborée de sang-froid, c'est très important, ce n'est pas dans l'émotion, c'est le sang-froid, n'est jamais le fruit d'une émotion, fût-elle médiatique. Sa diplomatie vise le moyen ou le long terme, jamais le court terme. 4 grands principes la fondent, cette diplomatie. Et nous y voici, à nos 4 piliers de la diplomatie russe. Premier principe, premier pilier, le principe d'indépendance. Rien n'est plus important pour les Russes que de rester maîtres de leur destin en toutes circonstances. Ils acceptent parfois des conseils, mais jamais des instructions. Ils sont très sourcilleux sur leur souveraineté. Ils refusent toute ingérence dans leurs affaires intérieures. L'indépendance, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un luxe que peu d'États peuvent se payer. L'indépendance, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un luxe que peu d'États peuvent se payer, a déclaré Poutine en 2012. C'est très important. De même, lors de notre entretien du 29 mai 2017, Vladimir Poutine m'a affirmé « Nous assurons notre propre sécurité, nous développons nos industries de défense et nous sommes sûrs de nous. » Dans cette perspective, la Russie fait tout ce qu'elle peut pour être autosuffisante dans le plus grand nombre de domaines et s'appuie sur, évidemment, ses immenses réserves énergétiques.
Cet attachement viscéral à son indépendance amène la Russie à ne placer ses espoirs que dans ses propres forces. Il y a des petits pays qui font ça aussi. Israël, ils placent leur espoir que dans leurs propres forces. En effet, lorsque j'ai demandé à Poutine s'il a été surpris que Donald Trump eût évoqué la menace russe, c'était un mot de Donald Trump, il m'a répondu non, je ne m'attendais à rien de bon de la part du président des États-Unis. Même si Trump est personnellement favorable à un rapprochement avec Moscou, la politique intérieure américaine l'empêche d'agir comme il le souhaiterait. Cela, la Russie l'a bien compris et elle ne s'en remet donc qu'à elle-même. Par souci d'indépendance, elle est aussi attachée à un monde multipolaire et au multilatéralisme diplomatique. Elle ne souhaite pas d'un monde unipolaire dominé par une puissance hégémonique, qu'il s'agisse d'elle-même, qu'il s'agisse de la Chine ou des États-Unis. Pour contrebalancer la puissance américaine, la Russie s'est engagée d'ailleurs dans le projet des BRICS avec ses autres émergents que sont bien sûr le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, politique qui n'a pour le moment produit que peu de fruits. Alors le deuxième principe, après ce principe d'indépendance, le deuxième pilier de la diplomatie russe, c'est le principe, le principe d'ouverture sur le monde. Et donc, la Russie, en fait, contrairement à ce qu'on pense, est, et ça remonte à Pierre Ier, qui avait été faire des études en Hollande, à Amsterdam, et voir comment les Hollandais fabriquaient les bateaux, c'est l'ouverture au monde afin de créer les meilleures conditions pour son développement. Et dans ce cadre, la Russie a une diplomatie réaliste et pragmatique qui ne raisonne qu'en termes d'intérêt, de rapport de force et non de résultats. Ce n'est pas une diplomatie qui résonne en termes de morale, et donc vous n'avez jamais entendu la Russie employer des expressions comme axe du mal. C'est une expression qui a été employée par George W. Bush dans son discours sur l'état de l'Union de janvier 2002 aux États-Unis, où l'empire du mal, qui était une expression de Reagan, la Russie ne conçoit pas sa politique étrangère en termes de morale. Mais la Russie ne se conçoit pas comme une forteresse. Elle se voit comme une partie de la civilisation euro-atlantique et elle aspire à y être traitée dans cette civilisation euro-atlantique sans privilège, mais sans condescendance. C'est ça qui est important. Elle ne cherchera pas à s'étendre, mais elle sera prête à agir de la manière la plus froide pour préserver ce qu'elle considère comme ses intérêts vitaux. En février 2000, le nouveau maître du Kremlin, Vladimir Poutine, avait reçu le ministre français des Affaires étrangères, qui était donc notre ami Hubert Védrine, et Poutine, lorsqu'il a reçu Védrine, n'a rien voulu entendre sur la guerre que lui, Poutine, menait de manière fort brutale, et moi je l'avais constaté sur place, en passant un mois un peu mouvementé avec les Bolcheviks, et en devant d'ailleurs m'exfiltrer après 4 jours de marche à travers le Caucase et passer le 1er janvier 2000 un col à 3800 mètres d'altitude, parce que sur tous les cols un peu plus bas, l'armée russe avait mis des spetsnaz avec des fusils à lunettes. Donc il avait fallu carrément gravir le Caucase pour s'échapper de ce petit piège. Donc, dans cette guerre de Tchétchénie fort brutale que menait Poutine, il n'était pas du tout prêt à recevoir la moindre leçon du ministre des Affaires étrangères. En revanche, il étonna beaucoup Hubert Védrine par son souhait
de construire un espace juridique commun entre la Russie et l'Union européenne. C'est quand même une preuve d'ouverture que de proposer en février 2000 au ministre français des Affaires étrangères de construire un espace juridique commun entre la Russie et l'Union européenne. Cette J'ai perdu mon texte parce que j'ai reçu un SMS de Michel Barnier, je ne sais pas ce qu'il me veut. Alors voilà, ah bah ça va, voilà. Je suis désolé pour cette... voilà. Donc cette primauté, donc de le fait de demander, effectivement de proposer un espace juridique commun entre la Russie et l'Union européenne, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est le jeune Poutine, c'est le Poutine qui vient d'arriver aux affaires. Cette primauté donnée à la défense de ses propres intérêts sur la morale et sur les droits de l'homme se manifeste à travers l'intervention russe en Syrie. Grâce à cette intervention, les salafistes et Al-Qaïda n'ont pas pris Damas. Si tel avait été le cas, donc on est en septembre 2015, nous aurions assisté à la constitution d'un micro-État terroriste autour de la capitale syrienne et à la fin, bien sûr, de la liberté religieuse en Syrie, sans pour autant obtenir la moindre amélioration quant aux libertés politiques. Et nous aurions assisté aussi au génocide des Alaouites et des Druzes, et en ce qui concerne les chrétiens, soit à leur extermination, soit, dans le meilleur des cas, à leur expulsion vers le Liban. En Syrie, Poutine poursuit ses propres intérêts. Il souhaite absolument empêcher que la Syrie ne tombe aux mains des islamistes, mais il n'a pas d'attachement particulier à ce que la famille Al-Assad reste au pouvoir. C'est plutôt l'Iran qui a un attachement personnel à la famille Al-Assad. En intervenant en Syrie, Poutine s'est placé au centre du jeu et a pris l'initiative. Par son intervention, il poursuit 4 buts qui correspondent tous, ces 4 buts, à ses intérêts. Tout d'abord, il obéit au tropisme ancien et structurant de la politique russe. Depuis le XVIIIe siècle, la Russie est obnubilée par l'accès aux mers chaudes. Or, la base russe de Tartous en Syrie est sa seule base navale en Méditerranée. Il en a d'ailleurs ajouté une deuxième qui était à l'attaquer, ainsi qu'une base aérienne. Si la Syrie tombe aux mains des ennemis de Bachar, il la perdra, cette base. Pour accéder aux mers chaudes, il lui importe donc de conserver les bases de Sébastopol, en Crimée, sur la mer Noire, et de Tartous, en Syrie, sur la Méditerranée. Ensuite, il soutient son allié Bachar, qui a fait officiellement appel à son aide, pour lutter contre les groupes que Damas et Moscou considèrent comme terroristes. Poutine n'est pas un zappeur de la politique. Il sait que la Syrie est un allié de la Russie depuis un demi-siècle et qui plus est le principal dans la région. C'est un partenaire politique, militaire, économique. De nombreux coopérants russes vivant en Syrie on dénombre plus de 50 000 mariages entre des Russes et des Syriens au long des 50 années dont j'ai parlé. S'il abandonnait Damas, il perdrait un allié de poids, il serait évincé du pays et même de la région, et passerait auprès de tous pour le faible qui abandonne ses alliés. Il n'ignore pas, Poutine, que dans l'Orient compliqué, celui qui abandonne ses amis perd toute crédibilité. Et enfin, Poutine s'assume en défenseur des chrétiens d'Orient, rôle historique qu'il partageait avec la France, mais que notre pays, comme vous le savez, a délaissé.
Enfin, donc ça c'est cette troisième raison, évidemment c'est aussi une raison de politique intérieure, parce que vous connaissez tous, c'est pas moi qui voulais prendre, le rôle du patriarche orthodoxe dans ce pays, qui est peut-être le deuxième pays, deuxième personne la plus importante de la Russie. Enfin, il sait que de nombreux ressortissants russes musulmans ont rejoint les rangs des groupes islamites qui combattent en Syrie, et il préfère les tuer sur place avant qu'ils ne rentrent en Russie. Euh, Par ailleurs, son action en Syrie lui a permis de faire la promotion du matériel militaire russe et de se sortir du guêpier ukrainien en prenant l'initiative sur un autre front, mais il s'agit là de conséquences, selon moi, plutôt que de motivation principale. En Syrie, entre la défense réaliste de ses nombreux intérêts et les droits de l'homme, Poutine n'a pas hésité une seconde. Aujourd'hui, la Russie est incontournable au Moyen-Orient. Elle est en pointe dans la lutte contre le djihadisme sunnite. Fidèle à leur ligne traditionnelle qui consiste à s'allier à des pays non musulmans pour se protéger à la masse des sunnites, qui sont dans le monde 85% des musulmans, les puissances de l'arc chiite, qui s'étend de l'Iran au Liban, en passant bien sûr par l'Irak et la Syrie, se sont rapprochées de la Russie. La Russie est l'allié de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, et elle s'entend très bien avec le Hezbollah, mais aussi très bien d'ailleurs avec Israël. Elle a réussi à retrouver son alliance avec l'Égypte et à développer d'excellentes relations avec les Émirats arabes unis, les Kurdes syriens, les Palestiniens, la Jordanie, mais évidemment aussi, je l'ai dit, avec Israël. Elle est aussi respectée par les Saoudiens. C'est ça une chose très importante, c'est que les Saoudiens, ce sont quand même les ennemis de Bachar el-Assad. Ce sont qui ont financé la guerre contre Bachar el-Assad. Mais en Poutine, ils ont apprécié un type, c'était pas comme Hillary Clinton, Poutine. Hillary Clinton, elle a embrassé Moubarak devant les caméras et une semaine après, les Américains lâchaient Moubarak. Et Poutine, lui, il lâche pas son vieil ami syrien. Et les Saoudiens, tout opposés aux Syriens qu'ils soient, ils disent respect. Et respect, d'ailleurs, vous avez vu que le roi d'Arabie Saoudite a fait le voyage récemment de Moscou pour baiser, non la babouche, mais je ne sais pas ce qu'il porte, la church de Vladimir Poutine. Dans la crise qui oppose aujourd'hui les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte au Qatar, la crise qui a commencé en juin 2017, la Russie a immédiatement cherché, continue à chercher à jouer un rôle de honest broker, d'intermédiaire, parce que Poutine est un homme qui peut aller dans toutes les capitales arabes, sans exception, dans toutes les capitales du Moyen-Orient, je dirais pas arabe, du Moyen-Orient, où il sera partout très bien reçu. Donc, après les graves tensions de 2015, et malgré les divergences avec la Syrie, la Russie s'est réconciliée avec la Turquie, qui est sa rivale historique, évidemment, sur son flanc sud, et a apporté son soutien immédiat à Erdogan face à la tentative de putsch des gulenistes du 16 juillet 2016. Alors, voilà donc, ça c'était mon deuxième pilier, donc, qui est une ouverture au monde, mais fondée sur la défense de ses intérêts et le respect de ses alliances. Le troisième pilier, selon moi, de la diplomatie russe, de la politique étrangère russe, c'est le principe de la sécurité nationale. L'impératif de sécurité nationale. La Russie se méfie des armées venues de l'Ouest. Elle n'a pas oublié l'invasion française de Napoléon, la Première Guerre mondiale, l'intervention anticommuniste des Occidentaux et des Japonais pour tenter d'étouffer la révolution russe.
et surtout, évidemment, l'agression hitlérienne. La Russie reproche aujourd'hui à l'Occident de ne pas avoir honoré la promesse de non-extension à l'OTAN vers les frontières russes que Helmut Kohl fit à Gorbatchev en février 1990 afin d'obtenir le retrait des forces russes du territoire de l'Allemagne de l'Est, et que d'ailleurs le secrétaire d'État Baker a confirmé lors de sa visite de l'été 1990 à Moscou. Gorbatchev, un peu naïf, a oublié de demander une petite lettre à James Baker, qu'il aurait obtenue sans doute, après des discussions. Elle redoute tout encerclement, la Russie, et elle apprécie qu'il y ait des États tampons entre son territoire et les puissances occidentales. Elle n'est pas prête à ce que l'OTAN s'installe en Biélorussie ou en Ukraine. Elle gardera toujours ses armes nucléaires car elle n'a plus assez de forces conventionnelles pour garder un territoire grand comme 26 fois la France. Et vous avez tous remarqué que le 1er mars dernier, dans son discours à la Douma, Vladimir Poutine a montré sa fierté que la Russie fût restée une grande puissance nucléaire à la pointe de la technologie. La Russie ne veut pas reconquérir les anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes en 1991, mais elle souhaite y conserver une influence politique et économique prépondérante et elle n'acceptera pas que ces pays basculent du côté des États-Unis. Surtout, après la chute de l'Union soviétique en 1991, 25 millions de russophones se sont retrouvés soudainement en dehors des frontières russes, notamment dans les pays baltes, en Ukraine, au Kazakhstan. Et Moscou se considérera toujours comme le garant de la sécurité et des droits de ses populations. C'est donc l'impératif de la sécurité nationale inclut aussi la sécurité des populations russes sur tout l'espace de l'ancienne Union soviétique. Et la Russie verra toujours l'Asie centrale comme une zone stratégique vitale pour elle. Alors pour assurer sa défense, la Russie a également besoin d'alliés et de clients. Elle a donc développé des liens étroits avec l'Arménie, le Vietnam, l'Inde, Cuba, dont Poutine a annulé 90% de la dette envers la Russie en 2014, le Venezuela, l'Algérie, l'Iran et bien sûr la Syrie de Bachar el-Assad et l'Égypte du général Sisi. De même, elle entretient de bonnes relations avec la Chine. La Russie fournit du pétrole et du gaz à la Chine lui fournit des produits manufacturés. C'est en partie par la Russie que passera la nouvelle route commerciale. Vous avez entendu parler du projet chinois One Belt, One Road, ou la nouvelle route de la soie. Les deux pays espèrent développer encore leurs relations commerciales et ces deux pays, c'est très important, remettent en cause ensemble à terme l'hégémonie du dollar. Nous avons eu, vous vous souvenez de la conférence de presse du général de Gaulle de 1965, où il avait dénoncé ce qu'il avait appelé le privilège exorbitant du dollar. Nous avons essayé à l'époque de mettre dans une barque, dans la même barque, les Allemands. Il y a même eu une visite de Couve de Murville, qui m'a lui-même raconté ça. Il est allé, envoyé par De Gaulle, il a été essayer de convaincre les Allemands de se mettre avec nous dans la lutte contre le privilège exorbitant du dollar. Privilège exorbitant qu'on a revu récemment sur l'affaire BNP, qui a permis de donner une petite amende de 9 milliards de dollars à la BNP pour avoir financé des contrats iraniens, soudanais et cubains qui ne violaient aucune loi française ni européenne. Donc, Couve de Murville est reçu en Allemagne par le ministre des Affaires étrangères. On avait, comme aujourd'hui depuis peu, déjà à l'époque un gouvernement de coalition. Donc c'était les chrétiens démocrates qui avaient la chancellerie, mais le ministre des Affaires étrangères était un socialiste qui s'était Willy Brandt. Et Willy Brandt, le grand Willy Brandt,
a dit à Couve de Murville, sur ce dossier, je suis d'accord et je veux prôner une alliance germano-française pour abattre le privilège exorbitant du dollar. Simplement, Willy Brandt n'a pas été approuvé, n'a pas été suivi par le chancelier allemand de l'époque, que tout le monde a oublié, mais qui s'appelait Kissinger. Kissinger, pas comme le ministre américain, Kissinger avec un E, Kissinger, qui était très pro-américain et qui a refusé. Et depuis, cette hégémonie est toujours présente, mais aujourd'hui, elle est remise en cause par les Chinois et la Russie ensemble. Alors évidemment, ces bonnes relations entre la Russie et la Chine, c'est un peu une alliance de façade qui cache assez mal l'inquiétude russe face à la croissance chinoise et face aux éventuelles vues que Pékin pourrait un jour avoir sur la Sibérie, qui se dépeuple du fait de la faible natalité russe. Mais impératif de sécurité nationale, vous avez remarqué que la Russie a gardé toutes ses têtes nucléaires de faible puissance. C'est des choix qu'il faut faire parce que vous savez qu'il y a un accord avec les Américains à limiter à 1550 le nombre de têtes nucléaires, qu'elles soient puissantes ou pas puissantes. Mais les soviétiques, les Russes ont gardé des bombes, ce qu'on appelle de théâtre, c'est-à-dire de 10 kilotonnes ou 5 kilotonnes. Et ben, ces petites bombinettes, c'est évidemment pas pour faire de la dissuasion face aux États-Unis, c'est évidemment au cas où des incidents comme l'Oussouri, vous vous souvenez, 1969, entre la Russie et la Chine, qui étaient des graves incidents entre les deux pays, se reproduiraient. Voilà. Elle sait aussi qu'elle doit composer la Russie avec des antagonismes historiques anciens, celui des États-Unis, et on voit que le Congrès est très marqué par le souvenir de la guerre froide. Obama a voulu faire le reset avec la Russie en 2009, mais il a quand même été gêné dans son effort par le Congrès, démocrates, républicains confondus, qui sont fondamentalement anti-russes. Il doit composer Poutine avec l'antagonisme traditionnel du Royaume-Uni, qui est hostile envers la Russie depuis la rivalité russo-britannique au Moyen-Orient et en Asie centrale au XIXe siècle, pour en reparler. Elle doit composer avec l'antagonisme historique ancien de la Suède voisine, qui n'a pas oublié sa défaite de Poltava, Charles XII contre Pierre le Grand en 1709. Vous avez remarqué que dans les positions européennes, la Suède est sans doute le pays le plus anti-russe. Ça, c'est une tradition. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas trop, ils n'ont jamais, dans leur inconscient, accepté. La Suède était la grande puissance du Nord jusqu'en 1709. Et à partir de la défaite de Poltava, la grande puissance du Nord, ça devient la Russie. Et elle doit composer la Russie avec l'antagonisme de la Pologne. Et ce sont, voilà. Mais voilà, elle sait qu'elle doit le faire et elle le fait. Alors, donc ça, c'était mon troisième pilier, qui était le principe de la sécurité nationale, c'est-à-dire que on ne baisse pas la garde en matière de sécurité et on prend en compte le facteur historique, les grands facteurs historiques et les grands antagonismes qui reviennent toujours à la surface, les antagonismes anciens. Entre la France et la Russie, le fait que
l'alliance avec la Russie a sauvé Paris en septembre 1914, c'est profondément ancré dans l'inconscient français, et donc on reproche aussi à Laval de ne pas avoir réussi en 1935 de faire une alliance de revers avec la Russie, qui nous aurait peut-être aidé en 1940. Et donc en France, la Russie n'est pas considérée comme et n'est pas considérée comme, par exemple, dans la prose du général de Gaulle, comme une puissance fondamentalement antagonique à la France. Donc mon quatrième pilier, et mon dernier pilier, rassurez-vous, je vais bientôt avoir fini, c'est l'attachement au droit international classique. La Russie est attachée à l'ONU, elle est bien sûr, comme vous le savez, signataire de la charte de San Francisco dès son début, elle détient un droit de veto, et elle considère que les Occidentaux ne respectent pas la logique onusienne. Elle considère la Russie, qui est un allié historique de la Serbie, que l'indépendance du Kosovo n'est pas recevable juridiquement. Elle considère qu'en reconnaissant le Kosovo, les Occidentaux ont violé le droit international et ouvert la boîte de Pandore des sécessions. Quand les Russes ont violemment réagi contre la Géorgie pour protéger les sécessionnistes de l'Ossétie du Sud, c'était à l'été 2008, ou quand ils soutiennent aujourd'hui les rebelles de l'Est de l'Ukraine, ce n'est pour eux que la réponse, pour les Russes, du berger moscovite à la bergère occidentale, laquelle bergère occidentale avait parrainé l'indépendance du Kosovo. La Russie reproche aux Occidentaux de prendre leurs aises avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Par exemple, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003 sans passer par l'accord du Conseil, ou quand Washington, Londres et Paris ont dupé la Russie et la Chine en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité sur la crise libyenne qui leur enjoignait seulement de protéger les populations civiles, qui l'ont outrepassé pour renverser Muammar Kadhafi, donc pour faire du régime change, comme on dit en anglais. Enfin, la Russie reproche aux puissances occidentales de se présenter au Conseil de sécurité avec des motions à prendre ou à laisser, sans accepter, les Tchourkine par exemple, me disaient, voilà, les Occidentaux n'acceptent pas de négocier à l'ancienne, c'est-à-dire en faisant des concessions pour qu'émerge ensuite une position de compromis. Ils reprochent ça à la diplomatie occidentale, et vous avez suivi les différentes résolutions qui ont été proposées notamment sur la Syrie par les Américains, c'est toujours à prendre ou à laisser. Les Russes n'acceptent pas. Il dit que le Conseil de sécurité, on est là pour discuter, pour négocier, et ils n'acceptent pas qu'on leur impose des résolutions à prendre ou à laisser. On revient un petit peu à mon premier point, qui était de dire, là, on ne parle pas à la Russie à coup d'ultimatum. Elle n'aime pas ça. Alors, donc voilà ces 4 piliers. Et qu'est-ce qu'on peut dire en fonction de ces 4 piliers? On peut dire que si on réfléchit, on peut dire que le nécessaire travail de réintégration de la Russie dans la famille européenne, eh bien, ce travail prendra du temps. Mais pour moi, qui encourage et qui est écrit dans mes chroniques du Figaro, il faut ramener la Russie dans la famille européenne. J'ai aussi dans une chronique, dans une chronique condamné la politique des sanctions commerciales à l'égard de la Syrie. J'ai dit qu'il était naïf de croire qu'on allait faire changer la stratégie d'un pays comme la Russie, pays qui a quand même tenu pendant 1000 jours
contre l'armée allemande au siège de Leningrad, que c'était naïf de croire qu'avec des petites sanctions sur commerciales, on allait faire changer la stratégie d'un pays comme la Russie. Ce sont, à mon avis, une politique dangereuse qui isole la Russie, donc va la rendre plus méchante et qui est contre-productive face à nos intérêts. À nous, Français, nous sommes ici dans une chambre de commerce, nous avons intérêt à faire du commerce avec les Russes et ce commerce est très pénalisé par des sanctions où les Européens en fait se sont alignés sur les États-Unis, ont pris ces sanctions à la suite des États-Unis, ce qui est une faute stratégique parce que les Américains ont très peu de commerce avec la Russie comparativement aux Européens. Donc en fait, les Américains, ça ne leur coûte pas grand-chose, tandis que nous, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc ce sont des sanctions contre-productives, contraires à nos intérêts et contraires même aux intérêts, selon moi, de la paix mondiale, mais on pourra en revenir. Et donc, ce travail de réintégration de la Russie dans la famille européenne prendra du temps, mais je pense que la première étape, au moins, pour les diplomates occidentaux, pour nous qui vivons en Occident, c'est d'essayer de comprendre cette Russie, donc d'essayer de comprendre cette diplomatie. Et c'est le travail que j'ai essayé de faire devant vous, de vous expliquer ces 4 piliers. Et, euh, et, euh, et lorsque lorsque nos dirigeants auront analysé patiemment et auront bien compris les fondements de la stratégie russe, je pense que seulement à ce moment-là, on pourra passer à une phase plus active afin de ramener la Russie dans la famille européenne, car évidemment la Russie, par son histoire et aussi par sa culture, appartient pleinement à la civilisation européenne. Je vous remercie. En 1956, il est en train d'écrire ses mémoires à Colombey. Voilà. Mais il dit, tiens, je vais rendre une petite visite au général de Gaulle, qu'il connaissait depuis Alger. Voilà. Le général de Gaulle est assez flatté. Voilà. Il lui fait quand même des récriminations. Par exemple, le général de Gaulle se plaint auprès de ce général, donc en 1956, que les camions américains qui circulent donc sur le sol français, il y a des bases de l'OTAN partout en France, le général de Gaulle se plaint que maintenant circulent avec des phares blancs. Les jeunes ne savent pas, mais en France, autrefois, on circulait avec des phares jaunes. C'était interdit d'avoir des phares blancs parce que les phares blancs éblouissaient. Et donc, le lendemain, évidemment, le général Norstad a donné l'ordre de changer tous les phares des camions américains pour avoir des phares jaunes en France. Mais ça s'était bien passé, etc. Et voilà. De Gaulle revient aux affaires, il a pas mal de choses à régler. Et une fois après qu'il a quitté Matignon et s'est installé à l'Élysée, le commandant en chef de l'OTAN demande une audience au président de la République française qui lui la donne bien volontiers. Donc, il arrive, il a 5 ou 6 conseillers avec lui. De Gaulle le reçoit avec 5 ou 6 conseillers. Et ça se passe très bien. Vous savez, cher ami, voilà, enfin, ils étaient quand même, voilà, De Gaulle se souvenait bien sûr très bien de lui. Et donc, l'atmosphère est très bonne quoi, de l'entretien. Et puis après, donc, 5 minutes de salam alek, et de, voilà, etc., de comment allez-vous et tout ça, là, on passe au vif du sujet. Et De Gaulle lui dit, bah, mon général, j'ai une question. Ma première question, c'est, je voudrais vous demander combien il y a de têtes nucléaires américaines sur le sol français et où se trouvent-elles? Alors le général Norstadt regarde autour de lui, où il y a comme 12 personnes dans la salle, et dit, mon général, monsieur le président, je ne peux absolument pas vous répondre devant tout ce monde-là. Tout le monde sort. Il se retrouve en tête à tête. Alors comment je connais l'histoire?
Parce que le général Norstad l'a écrite dans l'Herald Tribune il y a une vingtaine d'années, et j'avais lu son article. Il se retrouve en tête à tête. Et là, le général Norstad dit: je suis vraiment désolé, Monsieur le Président de la République, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Et là, le général de Gaulle lui a répondu: vous savez que je vous aime bien depuis longtemps, mon cher général, mais je vous dis aujourd'hui solennellement que c'est la dernière fois qu'on parle comme ça au président de la République française. Voilà. Raconté par Norstad dans l'Herald Tribune. Alors, je pense effectivement, j'espère que la France a gardé cette indépendance. Dans le groupe d'assaut qui est cher à mon cœur, on est très sourcilleux sur cette indépendance. Je sais qu'il y a parfois des petits problèmes. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, on veut livrer à l'Égypte des Rafales avec ce qu'on appelle des missiles Scalp. C'est notre propre missile Tomahawk. Mais il y a quelques composants américains. Les Américains, je pense, n'ont aucune objection à ce qu'on livre ça. Mais ils font traîner, juste pour montrer. Voilà. Et donc, personnellement, je milite pour que nous ayons une politique de défense entièrement indépendante, qui est d'ailleurs la politique de dissuasion nucléaire qu'a construite le général de Gaulle, car vous savez très bien qu'Eisenhower a fait une première visite à Paris en 60 et que Kennedy ensuite est venu, etc., pour essayer de faire en sorte que de Gaulle abandonne son programme nucléaire. Il a refusé, ça coûtait cher à la France, mais on a développé nous-mêmes les sous-marins nucléaires, la bombe A, la bombe H, etc. Donc, voilà, donc je pense effectivement que c'est très important. Il reste aujourd'hui, donc il y a là effectivement l'indépendance stratégique. D'ailleurs, cette arme nucléaire, ça nous aide, nous Français, parce que quand le président français, quand Macron il parle avec Poutine là, à Versailles, bah, le fait que la France ait des armes nucléaires, etc., c'est plus facile de regarder droit dans les yeux, vous voyez? Droit, là, comme ça, droit dans les yeux. L'italien ou même l'allemande, ah, il manque un petit. Il y a un moment où il faut quand même un peu baisser les yeux. Non, 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 non. Macron, il peut très bien garder droit dans les yeux, le regarder droit dans les yeux. Parce que il a une force de frappe indépendante. Non, justement, je peux parler avec moi. Merci donc pour cet exposé sur la politique socialiste. Et j'aurais bien aimé connaître les 4 piliers de la politique étrangère de M. Macron. Et notamment, celui qui concerne la Russie. Quelle est la politique de Pékin aujourd'hui? Alors, je crois que ce qui est très important dans la politique du président Macron, je pense que ce qui est très important dans la politique du pouvoir, si je peux être sincère, ça va être un peu immodeste, si tu me le permets, Irène. Mais j'ai écrit un petit essai qui était paru pendant la campagne électorale, qui s'appelle «Quelle diplomatie pour la France? Prendre les réalités telles qu'elles sont». Parce que j'avais repéré que notre politique étrangère était dominée par les émotions, par l'idéologie, mais pas par les réalités, par les intérêts du pays. Par exemple, quand Fabius avait refusé d'inviter l'Iran à une conférence de paix à Genève sur le dossier syrien. Et je l'avais beaucoup critiqué dans ma chronique, il m'avait invité à déjeuner. Je lui ai dit, monsieur le ministre, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Vous ne ferez jamais la paix en Syrie si vous n'invitez pas l'Iran, qui est un des acteurs principaux de la guerre actuelle en Syrie. Euh, ce, euh, ce petit livre, donc, d'appel au retour au réalisme, je l'ai fait porter par un de mes amis
pendant la campagne électorale à Macron, qu'il a lu entre minuit et 2 heures du matin, parce que Macron travaille tous les jours jusqu'à 2 heures du matin, et qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, tous les jours il travaille jusqu'à 2 heures du matin. Et il a envoyé à cet ami qu'il avait trouvé le petit livre lumineux. Donc, en fait, il y a un grand tournant général de la position française, c'est que la France, donneuse de leçons, ça suffit. La France doit rayonner, c'est ce que je disais dans mon livre, par son exemple, mais pas donner des leçons à la terre entière, d'essayer de dire des trucs aux Chinois qui de toute façon s'en moquent totalement. Voilà. Et ça, je crois que Macron l'a bien compris. Et d'ailleurs, il l'a montré lorsqu'il a reçu le maréchal Sissi récemment à Paris. Moi-même, j'ai passé la veille 1 heure avec Sissi. Les journalistes après sont venus et ils ont tout de suite attaqué Macron sur les droits de l'homme en Égypte. Quelle horreur! Sissi, son combat contre les frères musulmans, il a les mains couvertes de sang, etc., en Égypte. Et c'est vrai, moi qui connais bien l'Égypte, c'est vrai que le général Sissi a la main un peu lourde en Égypte. Il a dit, écoutez, il n'est absolument pas question, je n'autorise personne à me donner des leçons, à moi, président de la République française, sur comment il faut combattre le terrorisme. Et donc, il est hors de question que je fasse la moindre observation ou critique sur la manière dont le général Sissi considère qu'il doit combattre le terrorisme chez lui. Il a un très grave problème de terrorisme. Il n'est pas question que je lui donne la moindre leçon. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est un grand changement. Un autre grand changement que j'avais préconisé dans mon livre, j'avais fait toute une théorie que j'avais déjà exposée d'ailleurs dans un article de la revue Le Débat sur l'ennemi principal, sur le fait que nous avions perdu en Occident le principe d'ennemi principal. C'est-à-dire que la France a des ennemis principaux. Et la France aujourd'hui a un ennemi principal, ce sont les gens qui viennent tuer nos enfants dans nos rues. C'est très simple. Voilà. Et donc, qu'on le veuille ou non, Bachar al-Assad, qui est sûrement déplaisant, et sûrement désagréable, et sûrement cruel, et sûrement moustachu, etc., Bachar al-Assad n'est pas notre ennemi principal, parce qu'il ne tue pas de Français. Quand il fait des choses à l'égard de la France, son père avait tué un Français, l'ambassadeur de la mort en 80, nous aurions dû frapper très fort sur la Syrie à cette époque. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'a fait Bachar à l'égard de la France, c'est qu'il a ouvert un lycée francophone Charles de Gaulle à Damas. Bon, voilà. Et donc, Bachar n'est pas notre ennemi principal. Et c'est une notion que Macron a utilisée dans plusieurs de ses discours. Et c'est pour ça d'ailleurs que la position française a changé, puisqu'il accepte, il a dit publiquement, il accepte que Bachar reste provisoirement au pouvoir jusqu'à ce qu'on arrive à une période de transition. Il a dit cette phrase incroyable, on ne m'a toujours pas présenté les succès, on ne m'a toujours pas présenté les successeurs légitimes de Bachar al-Assad. Voilà ce que Macron a dit. Bien sûr, les journaux de gauche, etc., ont poussé des cris d'orfraie, mais voilà. Donc, on a une politique, je crois, réaliste, une politique qui prend les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de condamnation morale, par exemple, ou de Trump. Bon, Trump, c'est pas le tasse de thé de Macron qui aimait la philo et la littérature. Bon, c'est pas sa tasse de thé. Mais il considère que c'est important que la France ait un dialogue étroit avec Trump. Il a réussi à l'établir et il a d'ailleurs plusieurs fois au téléphone par semaine Trump au téléphone, qu'il écoute, qui n'applique pas forcément ses conseils, mais qu'il écoute, donc c'est déjà pas mal.
alors que je crois que tout le monde se moquait dans le monde des avis de notre cher, comment s'appelait-il, Hollande. Voilà. Et donc, et, et, et il parle aussi plusieurs fois par semaine, nous avons eu une confirmation hier soir chez Emmanuel, il parle plusieurs fois par semaine à Poutine également. Macron parle à Poutine. Donc, en faisant ce geste très inattendu et qui a fait très plaisir à Poutine, parce que moi j'ai vu Poutine m'a reçu chez lui au centre culturel russe au Pont de l'Alma, juste après avoir été reçu par Macron à Versailles. En fait, il est allé de Versailles au Pont de l'Alma, où on avait fait d'ailleurs comme à Moscou, on avait poussé toutes les voitures, et est arrivé de Versailles à Paris sans encombre. Et il était, je l'ai vu, impressionné par Macron. Il était impressionné par sa jeunesse, par son énergie, et il était quand même très flatté d'avoir été reçu à Versailles dans ce cadre historique avec cette exposition sur Pierre Ier. C'était important parce que je pense que pour autant Poutine est un homme qui, je crois, ne s'intéresse pas du tout à l'économie. C'est une discipline qui l'ennuie. En revanche, je pense qu'il a le sens de l'histoire, de la géopolitique et de l'histoire, et que donc il a été très flatté par cette invitation à Versailles. Et donc il y a Alors évidemment, Macron n'est pas pro-russe, parce qu'il est pro-français. Mais je pense qu'il s'est rangé à un argument que j'ai longuement aussi défendu. Nous devons tout faire pour éviter de jeter les Russes dans les bras des Chinois. Et il faut à tout prix essayer de les ramener dans la famille européenne. Et je pense que, alors il a beaucoup de choses à régler en ce moment Macron, mais je pense qu'il est très attaché. Il y a eu un signe important de Poutine récemment, c'est-à-dire qu'il a accepté d'avoir des observateurs internationaux en Ukraine, dans le Donbass, là, enfin Lugansk et Donetsk, ça c'est un truc très important. Macron a apprécié, Merkel aussi, mais Merkel, elle a été prise par des affaires politiques intérieures. Alors, est-ce qu'elle est prête à redonner de la force au format Normandie sur l'Ukraine? Je ne sais pas. Macron est beaucoup moins anti-russe que ne l'est Merkel. Merkel, c'est une femme, c'est une fille de pasteur. Elle estime que Poutine lui a menti, parce que dans son excellent russe, Merkel lui a demandé au début mars 2014 en Crimée, mais est-ce que c'est vrai ce que disent les journalistes, les petits hommes verts, là, que tu as ton armée qui est en train de s'emparer de la Crimée? Et elle lui a dit, mais non, pas du tout, c'est faux. Et donc, elle n'a pas apprécié du tout, cette fille de pasteur, que Poutine lui ait menti. Alors pourquoi est-ce que Poutine lui a menti? C'est sans doute parce que les Russes ont été tellement choqués du fait que les Occidentaux n'appliquassent pas l'accord du 21 février, l'accord intra-ukrainien qu'ils avaient eux-mêmes négocié et parrainé à Kiev le 21 février 2014, où s'était serré la main Yatsenyuk, Ternibok, Klitschko et le président pro-russe Yanukovych, un accord qui prévoyait le retour à la Constitution de 2004, un gouvernement d'union nationale, des élections présidentielles anticipées, et le fait que les Européens, c'est-à-dire la Pologne, la France et l'Allemagne, n'aient pas protégé l'accord qu'ils avaient eux-mêmes signé, eux-mêmes négocié devant les caméras de télévision, et aient laissé
la Rada destitué le président Yanukovych le 22 février 2014, le samedi, est apparu à Poutine comme une sorte de blanc-seing. Eh ben, c'est un dossier où on peut mentir, on peut très bien ne pas tenir ses engagements. Et c'est évidemment ce qu'il a fait parce qu'il a menti sur la Crimée. Merci beaucoup pour le discours, très intéressant et illuminant. Moi, vous avez mentionné que les États-Unis ont été souvent outrepassés dans beaucoup de décisions qui concernaient les affaires étrangères, internationales, des conflits locaux ici et là. On voit que les États-Unis apparaissent être comme dans une impasse. Vous avez dit aussi que souvent on n'est pas prêt à négocier. Donc ma question est, quelle est votre vision du futur des Nations Unies? Est-ce que cette organisation a un avenir? Merci. Oui, je crois que cette organisation a un avenir. C'est déjà extrêmement important que les gens s'y rencontrent. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de résolution sur la Syrie qui débouche. Il y en a sur d'autres problèmes. Sur la République démocratique du Congo, il y a des résolutions qui débouchent. Mais sur la Syrie, il n'y en a pas. Dans le monde arabe, pour les raisons que j'ai expliquées. Mais c'est déjà très important que les principales puissances se parlent, déjà pour commencer. C'est l'aspect forum qui est absolument fondamental et qui doit, à mon avis, continuer. Donc je pense qu'il n'y aura pas, je pense qu'il n'y aura aucun élargissement du Conseil de sécurité pour une raison simple, c'est que la Chine ne veut pas que le Japon et que l'Inde soient membres du Conseil permanent ou membres du Conseil de sécurité tout court, permanent, et donc ils n'y seront jamais, et donc on ne changera jamais la composition du Conseil de sécurité, mais je pense que ça peut marcher. Et je pense qu'il y a eu d'ailleurs des initiatives qui ont été faites par la Russie au Conseil de sécurité et où les Occidentaux ont eu le tort des initiatives russes que les Occidentaux ont eu le tort de ne pas saisir. Je veux parler de l'initiative Tchourkine de février 2012 au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur Tchourkine, qui voit que quand même à l'époque, en février 2012, le régime syrien n'est pas dans une bonne posture, considère que Bachar est très maladroit et n'est pas à la hauteur de la situation. Tchourkine approche ses collègues du P3, donc, parce que les Chinois, c'est trop loin, ça ne l'intéresse pas, donc les Anglais, les Américains et nous-mêmes, pour dire, bon, si on se mettait autour de la table et qu'on réfléchisse à aménager une sortie progressive et dans l'heure de Bachar al-Assad sur une sorte de transition. Et si la transition, elle vient imposée par les 5 grandes puissances membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un peu difficile pour la Syrie de refuser. Et donc c'est l'idée. Mais pas d'exécuter ou de pendre Bachar, c'est une sorte de truc progressif, on l'évacue, on essaie de trouver une autre formule de gouvernement en Syrie. C'est ce que propose Tchourkine. Et c'est une révélation du Guardian, on l'a su par une investigation du journal Le Guardian. Et les Occidentaux disent mais non, de toute façon. Pourquoi ils disent mais non? Parce qu'on le sait, parce que les Occidentaux, à l'époque, s'exprimaient publiquement sur le sujet. Je veux parler d'Hillary Clinton, je veux parler de David Cameron et je veux parler d'Alain Juppé, qui disait mais le régime de Bachar en a pour 2-3 semaines, 4 semaines, allez, 2 mois maximum. Ils l'ont dit publiquement. Et donc, ils n'ont pas pris
l'initiative Tchourkine. L'aurait-il pris que ça aurait peut-être changé la face du Moyen-Orient. Donc, les Nations Unies doivent être conservées et elles ont, me semble-t-il, un avenir. D'accord. Oui, il marche. Bonsoir. J'aurais voulu avoir votre avis sur l'Union européenne. Si on la regarde sous le prisme du récent Brexit, des résultats du week-end dernier en Italie, du choc migratoire également en provenance d'Afrique, quel est aujourd'hui pour vous l'état de l'Union européenne et quel poids a l'Union européenne aujourd'hui dans les relations internationales et quel futur voyez-vous pour cette organisation? Merci. Allez-y. Je me faisant, je voulais. Bonsoir. Ça marche, oui? Non? Bien près du micro. Bon, je voulais vous demander également une question concernant l'Union européenne. Comment vous appréciez la faisabilité du projet européen de Macron? Est-ce faisable ou pas? Alors, l'Union européenne, le Brexit, l'Italie. Alors, l'Union européenne, quand en 1966, De Gaulle vient en Russie, il faut lire le livre de Carrère d'Encausse, qui est très intéressant. Quand il vient en Russie, c'est tout à fait clair que c'est lui qui est le grand leader de l'Union européenne. Avec le décrochage de l'économie française par rapport à l'économie allemande, le grand leader de l'Europe devait devenir, n'est pas devenu, l'Allemagne. Mais Merkel, qui est une tacticienne, qui n'est pas une stratège, parce que ce n'est pas elle qui a fait les réformes Hartz en Allemagne qui ont aussi bien marché, c'est Schröder qui les a faites. C'est une tacticienne, c'est une politicienne locale, qui est prête à tuer père et mère, etc., qui a tué Kohl, etc., voilà. Mais ce n'est pas une grande stratège. C'est une femme qui a mis un désordre considérable en Europe à cause de la petite Grèce de Papandréou qui représente 2% du PIB de l'Europe. Évidemment que Papandréou devait être rappelé à l'ordre, mais il ne fallait pas le faire publiquement. Publiquement, il fallait l'embrasser, lui dire, écoutez, il n'y a pas de sujet, l'Allemagne est derrière la Grèce, il n'y a aucun sujet financier, l'Allemagne ne laissera jamais tomber la Grèce. Point barre, les marchés seraient calmés. Et puis ensuite, en privé, dire, mais pas devant les journalistes, en tête à tête, dire à Papandréou, maintenant tu mets de l'ordre dans tes affaires ou je te renvoie les Waffen-SS. Et quand vous sortez, vous l'embrassez à nouveau, et voilà, mon cher Papandréou, jamais l'Allemagne n'abandonnera la Grèce. Donc, elle a mis un désordre. Donc là, elle a été l'institutrice quand l'école brûle. Quand l'école brûle, ce n'est pas le moment de commencer une leçon d'instruction civique. C'est le moment de faire sortir les enfants de l'école. Voilà. Et ça, Merkel n'a pas compris. Elle a été très mauvaise sur la crise grecque. Sur la réaction à la crise mondiale de 2008, elle a complètement paniqué. Il faut rendre à César ce qui appartient. C'est Sarkozy qui a rétabli le sang-froid des banques européennes. Sarkozy et un de ses conseillers qui est très brillant, qui s'appelle Muscat. Donc il y a un homme, etc. C'est lui, pas elle, qui était complètement paniquée, qui a ramené le calme dans les finances européennes. Elle a fait une deuxième erreur stratégique, c'est de prendre une décision sous le coup de l'émotion. Il ne faut jamais prendre des décisions de politique étrangère sous le coup de l'émotion. Il me semble que les Russes sont sensibles à cet argument, ils ne prennent pas leurs décisions sur le coup de l'émotion. Et Angela Merkel, qui était émue par une photo qui était effectivement émouvante d'un petit garçon qui s'était noyé sur une plage de Turquie, elle a fait, sans consulter même les députés de son pays, sans consulter les partenaires européens, sans consulter personne, elle a fait une déclaration qui a mis en mouvement
des dizaines et des dizaines de millions de miséreux à travers le monde. Si vous dites, il y a 800 000 places de réfugiés chauffés, blanchis, logés, etc. en Allemagne pour vos familles, enfin, les gens vont se précipiter. Les gens se sont précipités. Aujourd'hui, les gens qui viennent, ils arrivent du Pakistan, du Nigeria, de partout pour essayer d'entrer dans ce paradis. Voilà. Et elle l'a fait sans aucune concertation. Et donc, c'est quelque chose qui lui est tout à fait reproché par ses partenaires européens. C'est-à-dire pas la première fois que l'Allemagne prend des initiatives unilatérales sans en parler à ses amis de l'Union européenne. La dernière fois, enfin une fois où il y en a peut-être eu d'autres, mais je pense que la dernière fois, c'était quand ils ont reconnu unilatéralement l'indépendance de la Croatie sans en parler à personne. Voilà. Et c'était en 91. Et les Français étaient sidérés qu'ils aient fait ce geste. Et donc aujourd'hui, le résultat est qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont très méfiants à l'égard de l'Allemagne, à commencer par l'Autriche d'ailleurs, mais par aussi la Pologne, enfin tout le groupe de Visegrad, etc. Donc là, l'Europe se porte mal. Et aujourd'hui, vous avez par exemple tous les pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, ils disent, attendez, on est désolé, les Allemands ont invité ces migrants, eh bien qu'ils les prennent, mais nous ne sommes pas concernés, nous n'allons pas les prendre. Alors on va leur dire, ah, on va vous obliger. Bah oui, c'est difficile de les obliger, parce que d'abord c'est gros le groupe de Visegrad, et puis les institutions européennes ne prêtent pas à ce travail. Il n'y a pas de directoire, on ne peut pas tordre le bras, c'est pas si facile. Donc je pense aujourd'hui qu'on ne va pas avoir demain la veille une Europe fédérale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas, mais même les Hollandais aujourd'hui n'en veulent pas. Donc je ne pense pas qu'on va avoir une Europe fédérale demain. On va garder l'Europe des patries. On va garder un truc qui marche, qui est l'euro, qui a sauvé sa peau, qui marche bien. Ça, on va le garder. D'ailleurs, l'homme le plus important d'Europe, c'est bien sûr le Draghi, c'est bien sûr le gouverneur de la Banque Centrale Européenne. C'est bien sûr pas Juncker, Mogherini et tous qui représentent pas grand-chose. Et donc voilà. Alors, est-ce que la vision macronienne d'une Europe puissance qui pourrait résister à l'hégémonisme financier et juridique américain, une Europe qui s'affirme d'elle-même, c'est une belle idée, mais je dirais qu'aujourd'hui, elle me semble un peu comme une idée à long terme, un peu comme quand De Gaulle disait devant la Diète polonaise, appelait à une Europe comme il disait, de l'Atlantique à l'Oural, dans son discours de 67 à Varsovie. C'est un discours important, le discours de la Sorbonne. C'est un discours qui a le mérite d'exister, qui est un grand discours. C'est un praticien, mais c'est aussi un intellectuel, Macron. Mais est-ce que ça va se faire demain? Je ne crois pas. Et de toute façon, si Macron évidemment a la personnalité, il est aimé, il est respecté, a la personnalité pour devenir le leader de l'Europe. Mais il y a un petit problème, c'est que les Français n'ont pas respecté les règles européennes qu'ils ont eux-mêmes imposées à tous les pays de l'Union. Parce que le 3% maximum de déficit budgétaire, c'est une invention de la direction du Trésor française. Et tant que les Français n'appliqueront pas eux-mêmes les règles qu'ils ont fixées, ils ne seront pas respectés. Et les Suédois, les Hollandais, les Allemands, etc., continueront à prendre les Français pour des guignols. Donc, si vous voulez avoir une politique étrangère, vous devez d'abord rétablir l'ordre chez vous. Si vous avez la pagaille chez vous, vous n'aurez jamais de politique étrangère efficace.
C'est ce qu'a fait De Gaulle quand il est revenu aux affaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le plan Armand-Rueff. C'est quoi le plan Armand-Rueff? C'est toutes les réformes qui avaient été ajournées dans la 4ème République. On a fait sortir tous les dossiers là, des étagères et on a dit, tous les hauts fonctionnaires, voilà, on va faire tout passer par ordonnance. Tout est passé par ordonnance et les effets bénéfiques du plan Armand-Rueff se font sentir. Tant que Macron ne pourra pas aller en Allemagne la tête haute face à un ministre des Finances et lui dire maintenant j'ai satisfait mes obligations, il ne pourra pas être entendu. Maintenant, c'est à lui de faire le job en France, il n'est pas facile. Le jour où il aura réussi, je pense qu'il pourra reprendre cette place de leadership dont l'Europe a besoin et je pense qu'il est capable, qu'il ait les moyens intellectuels et politiques et stratégiques de conduire l'Europe, mais il faut d'abord qu'il remette un peu d'ordre dans les affaires françaises. Est-ce qu'on peut faire passer le micro derrière, là, monsieur? Voilà. Merci. Je me nomme Laï Moussa Kale, je viens de la République de Guinée. Ma question, c'est par rapport au 3e pilier, c'est-à-dire la sécurité nationale. Prenons le problème du terrorisme. Quelle est la stratégie que la Russie adopte pour lutter contre le terrorisme? Parce que dans ces dernières années, nous avons constaté, contrairement à la France qui a enregistré beaucoup d'attaques terroristes, moins de ce genre en Russie, alors que la Russie est intervenue en Syrie et a combattu les groupes terroristes. Et parallèlement, la France qui a attaqué, bon, je ne dirais pas attaqué, qui est intervenue en Libye au temps du colonel Muammar Kadhafi. Quel parallèle vous pouvez faire entre ces deux interventions par rapport à la lutte contre... Alors, sur le terrorisme, effectivement, la Russie, il n'y a pas eu de Bataclan récent à Moscou. Il y en a eu avant, hein, quand même. Mais vous oubliez l'avion russe qui a été détruit. Il y a eu autant de morts que pratiquement qu'au Bataclan, hein, dans l'avion de touristes là, qui a été détruit à Sharm el-Sheikh. Voilà. Donc, les Russes, les gouvernements, le gouvernement russe, le gouvernement français, le gouvernement américain, etc., tous ces gouvernements travaillent main dans la main contre le terrorisme. C'est-à-dire que si les Américains, et ça s'est passé récemment, et Poutine a remercié les Américains ont eu des informations sur un projet terroriste qui se préparait à Saint-Pétersbourg, ils ont évidemment tout de suite communiqué l'information aux Russes. Donc il y a une coopération des services. Alors, c'est vrai que les Russes reprochent aux Occidentaux, et on ne peut pas, c'est difficile de les contredire parce que les faits sont là, reprochent aux Occidentaux d'avoir déstabilisé des États sous des prétextes humanitaires, droits de l'hommisme ou que sais-je, et que cette destruction des États, l'Irak, la Libye, ce que vous voulez, a entraîné du terrorisme. Et les Russes disent, nous n'avons pas participé à la destruction d'États. Sinon, je pense que les Russes, mais comme les Français, pensent qu'il faut tuer les terroristes sur place. Mais ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils n'ont pas une ministre de la Justice aussi bête. Je crois qu'on a une ministre de la Justice qui a dit qu'il fallait faire toute la procédure judiciaire pour les djihadistes qui nous étaient rendus en Syrie. Alors moi, si j'étais à la place de Macron, mais je ne le dirai pas publiquement parce qu'on n'a pas à le dire publiquement, pour moi, une balle dans la tête. Voilà, c'est clair, net, précis. T'es allé en Syrie, tu t'es battu, une balle dans la tête. Voilà, point barre. Qui était d'ailleurs même la politique de Hollande. Alors Hollande avait été assez échauffé, c'est ça, une balle dans la tête. Et les Russes n'ont pas ce problème, mais
Les Américains sont d'ailleurs pas très loin de la position russe. Ils sont cette théorie de la balle de la tête, dans la tête, ça va très bien à Trump et à McMaster. Hein, donc voilà. Bon. Et donc voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire sur le terrorisme. En fait, on est toutes les puissances chrétiennes, en fait, sont touchées par le terrorisme islamiste. Les choses sont assez claires, et pas d'ailleurs seulement les chrétiennes, il y a même à Bali, en Indonésie, voilà. Donc, je pense que c'est un mouvement qui va durer, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on ne va pas avoir tout de suite de réforme de l'islam. Et le problème même de la réforme de l'islam, c'est qu'il y a eu une réforme de l'islam, mais qu'elle s'est faite dans le mauvais sens. La réforme du christianisme, chez nous, c'est fait dans le sens du progrès, de la reconnaissance de la science, etc. Parce que la réforme protestante ou la contre-réforme, c'est une réforme. Et l'Église a reconnu qu'elle avait fait une erreur de condamner Galilée. Tandis que la réforme dans le monde musulman, il s'est fait dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous aviez eu un islam éclairé au XIXe siècle, avec Mohamed Abdoul, El-Azhar, au Caire, etc., au XIXe siècle, mais est arrivé avec la fondation des frères musulmans en 1928 par Hassan al-Banna. On est arrivé à un mouvement salafiste, c'est-à-dire de retour. C'est-à-dire que les gens en islam ont estimé que leur retard évident dans le développement était dû au fait que, et leur domination par l'Occident, était due au fait qu'ils avaient trahi le mode de vie et de pensée des salafs, c'est-à-dire de leurs anciens, de leurs pieux anciens, c'est-à-dire des gens qui vivaient avec des chameaux autour du prophète au 7e siècle dans la péninsule arabique. C'est ça le salafisme. Et donc on est revenu à une sorte de rigueur d'un islam fantasmé des origines. Très bien. Mais c'est une réforme qui, me semble-t-il, va dans le mauvais sens. Et en tout cas, on ne voit pas qu'elle ait, un tant soit peu, favorisé le moindre développement dans le monde arabo-musulman. Et voilà, derrière. Merci encore une fois, M. Gérard, pour votre exposé. Au vu de votre quatrième point, au quatrième pilier de la diplomatie russe, qui était du coup le respect du droit international classique, comment expliquez-vous ce que certains ont appelé l'annexion de la Crimée par la Russie? Alors, l'annexion de la Crimée par la Russie est une violation du droit international dans la mesure où c'est librement que les Russes ont laissé l'Ukraine prendre son indépendance. Hein. Il y a un dîner, je crois, assez arrosé entre notre ami Yeltsin, Kravchuk et le Biélorusse, je ne sais plus comment il s'appelait. Hein? Non, c'était avant Loukachenko. Comment il s'appelait? Voilà, c'est celui-là. Voilà. Et un dîner assez arrosé, mais où la Russie a accepté que l'Ukraine s'en aille, il n'y a eu aucun problème. Enfin, même, on peut dire que le président russe a encouragé, parce qu'il voulait sans doute aussi détruire l'URSS pour détruire Gorbatchev, son ennemi politique. Et donc voilà. Qui plus est, le président, c'est librement que le président Yeltsin a signé en décembre 1994 le mémorandum de Budapest. Il a signé ça avec le camarade Clinton et le camarade Major, Major était le Premier ministre de Sa Majesté. Les Chinois et nous-mêmes, nous avons ensuite signé ce texte. Le mémorandum de Budapest est le suivant. Vous, les Ukrainiens, vous abandonnez vos armes nucléaires. Alors, les Américains étaient là parce que c'est eux qui vont reprendre les armes pour en faire, en fait, pour les transformer les têtes nucléaires en uranium faiblement enrichi. C'est-à-dire l'uranium très enrichi a été transformé en uranium faiblement enrichi et qui a fonctionné dans les bars, enfin dans les centrales de production d'électricité aux États-Unis. Et donc,
on a fait un accord, et en échange de l'abandon par l'Ukraine de ses armes nucléaires, la Russie a apporté sa garantie de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez embêtant. Alors il y a des arguties, les Russes disent « Ah oui, mais ça n'a jamais été ratifié, etc. » Ce mémorandum existe, c'est un texte. La Russie a donné sa garantie d'intégrité territoriale de l'Ukraine. Elle ne l'a pas respecté. Mais les Russes disent, en 1994, il n'y avait pas eu lieu le Kosovo, donc Kosovo, violation flagrante du droit international, parce que c'est de double violation. Première violation, pas d'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies à faire la guerre à la Serbie, à la Yougoslavie. Deuxième violation du droit international, c'est une intervention de l'OTAN. L'OTAN, c'est un traité international, c'est une charte de l'OTAN. L'article 5 de la charte fait de cette charte une charte entièrement défensive. Et à ma connaissance, la Serbie n'avait attaqué aucun membre de l'OTAN. Donc double violation du droit international. Donc pour les Russes, attention. Et puis aussi, évidemment, l'influence du fait que les Occidentaux, merci beaucoup, les Occidentaux n'aient même pas protégé leur accord intra-ukrainien du 21 février 2014. Est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà. Merci à tous. On va arrêter là. Si vous voulez encore poser des questions à Renaud, il y a un pot maintenant. Donc, grâce au domaine Sicori, donc vous aurez du vin blanc, du vin rouge. Donc, je pense que Renaud, tu pourras encore répondre à quelques questions. Hein, voilà. Merci à tous.